maintenant, on va accueillir le professeur Dumot, qui est le président du comité de suivi des recommandations qu'il a pu mettre en œuvre en 2014 et encore aujourd'hui en 2016 de ce fameux rapport que tout le monde connaît, donc sur les hépatites B et C, et celui d'aujourd'hui sur l'hépatite C. Daniel. Tu préfères le pupitre. Très bien. Merci de l'invitation, c'est toujours avec un extrême plaisir. Bon anniversaire au fondateur et à SOS Hépatite. Ce fut une enfant précoce, marchant à peine. À 1 an, elle participait pour la première fois à la première conférence de consensus, tu te souviens Michel, c'était en 1997. Et à l'âge de 6 ans, elle faisait sa 2e conférence de consensus avec nous en 2002. Et depuis, SOS Hépatite n'a manqué aucune opportunité de lutter contre les hépatites virales BC. Et je voudrais rendre un hommage très chaleureux à Michel Bonjour, voilà, à qui je souhaite une retraite sereine. Il paraît qu'il est amoureux. Dans les années qui ont suivi, il y a eu avec vous le comité stratégique du plan national hépatite B et C, un nouveau plan 2009-2012. Il y a eu l'orientation vers un nouveau rapport 2016 auquel vous avez 2014 auquel vous avez largement participé, et puis avec le poids de l'Association française pour l'étude du foie, et Victor en sait quelque chose. Vous avez sans doute très largement contribué à une décision historique et courageuse. On l'a salué tout à l'heure, de Marisol Durogne, pour faire la proposition d'un accès, pas d'un traitement universel, d'un accès universel au traitement de l'hépatite C. Ça a été très difficile. La veille de la réunion, on avait préparé 2 discours puisque je devais parler après elle. Et ça a été la poche gauche. Cette décision a été associée à la réalisation d'un nouveau rapport. Et là encore, vous avez été très largement participant lorsque ça a été rappelé par Thomas tout à l'heure. Et ce rapport est maintenant en voie de déploiement. Certains utilisent le mot de déclinaison, je l'écarte. On est dans une situation où ce rapport qui a été fabriqué dans un temps restreint, estival, c'est-à-dire que ça s'est passé dans l'été, finalement on ne fait que ce qu'on n'a pas le temps de faire. Et la dynamique provoquée par cette proposition d'accès universel a sans doute été à l'origine du succès de l'opération, menée sur 3 mois de temps, je pense, avec près de 90 participants. Et tout à l'heure, tu as indiqué que finalement, c'était pas si mal, cette affaire. Alors, bien entendu, je ne vais pas énumérer les quelques 50 recommandations qui contiennent qui sont dans ce nouveau rapport, mais je vais en cibler quelques-unes. Une commande était de la part des tutelles de savoir si nous devions maintenir les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaire. Il y a actuellement 71 sites sur le territoire, bien répartis, où on peut avoir ce type de réunion. Vous savez qu'il y a eu une extension en 2015 assez importante en direction des hôpitaux généraux, en direction des
hépatogastroentérologues libéraux qui a été parfaitement ressenti, qui était très, très demandé. Ce nombre de sites dans le rapport est considéré comme devant être maintenu. En revanche, compte tenu de l'évolution des caractéristiques des patients, on a en France, je crois, traité la majorité sinon la totalité des malades atteints de cirrhose, la majorité, sinon la totalité des patients ayant des fibroses F3. Et maintenant, les malades qu'on prend en charge sont des patients qui sont sans doute beaucoup plus simples à traiter, ce qui a conduit à la décision ou à la proposition dans ce rapport que dorénavant, si cela a été accepté, notamment par la Haute Autorité de Santé dont on attend toujours l'avis, il devait paraître le 15 novembre, il a été souhaité que ces RCP soient limités aux cas complexes. Alors, il y a une liste assez exhaustive dans le chapitre qui a été coordonné par Victor de l'ensemble des indications. Ce sont des patients qui ont déjà été traités par des agents antiviraux directs, éventuellement des sujets ayant une insuffisance rénale, des receveurs d'organes, des patients qui ont été transplantés d'organes. La liste est claire et probablement au fil des années, je ne sais pas très bien aujourd'hui la proportion de cas complexes que vous recevez dans vos RCP, elle pourrait être de l'ordre de 20%, mais elle va être singulièrement réduite au fil du temps. Et la décision ou la proposition qui a été faite dans ce rapport est effectivement de limiter les RCP aux cas complexes. Il y a en France, comme dans beaucoup de pays, des personnes qui sont en situation difficile, de vulnérabilité, de précarité, d'éloignement des systèmes de soins. Et dans ce rapport, comme l'a indiqué Thomas tout à l'heure, une attention particulière a été en direction de ces populations, qu'il s'agisse des usagers de drogue, des détenus, des migrants, et également des co-infectés. Ils sont bien dépistés, les co-infectés, mais aujourd'hui encore, près de la moitié des co-infectés, si je lis le texte du rapport, ne sont pas pris en charge sur le plan thérapeutique. Et il y a un très grand nombre de recommandations dans ce rapport qui vont vers ces populations-là. Et plutôt que de les faire venir dans nos structures hospitalières, l'idée dans le rapport est de favoriser toutes les initiatives qui vont vers ces patients, aller vers le patient. Et il y a beaucoup d'initiatives qui ont été développées en région, et notamment en Alsace, dans cette direction-là. C'est une bonne chose. Et manifestement, dans ces structures-là, il faut qu'ils les accueillent, ou en allant vers ces patients, il faut qu'il y ait une très bonne répartition, complémentarité des compétences. Et dans chacune des structures, et notamment dans les maisons d'arrêt, il faut qu'il y ait soit présent physiquement, soit dans des processus, par exemple télémédecine, un responsable de la prise en charge spécialisée des hépatites qui puisse guider le traitement et l'initier et éventuellement favoriser la formation des personnes qui entourent des patients. Il y a un très grand nombre de recommandations dans ce rapport qui vont dans le sens d'aller vers ces populations en situation de difficulté. Un dernier volet du rapport concerne l'évaluation. Elle est indispensable. Clairement, il nous faut savoir au fil de l'eau quels sont les malades qu'ils ont traités, la montée en charge, terroriser nos autorités de tutelle avant la prise de décision. Il va y avoir un flux énorme de malades à prendre en charge, on n'y arrivera jamais. Faites-nous un rapport pour nous indiquer la réalité. En fait, on s'aperçoit que depuis cet accès universel et l'avis de la HAS de fin juin, la montée en charge n'est pas très fortement significative. En revanche, les malades que vous êtes amenés à traiter sont de plus en plus ayant des fibroses relativement discrètes, voire absentes.
dans les populations qui sont ciblées par l'avis de la Haute Autorité de Santé. Donc la crainte de nos tutelles de voir une explosion du nombre de patients ne s'est pas confirmée. En revanche, il nous paraît absolument indispensable d'avoir ce qu'on n'a pas, une évaluation très régulière de cette montée en charge. Et on est actuellement en train de chercher les meilleurs indicateurs à l'échelon national pour avoir ces données-là. Et c'est sans doute le système national d'information interrégime de l'assurance maladie qui pourrait nous les finir, l'exploitation des données étant faite par Santé publique France. Tout ça est en cours de regard. Ça ne sera pas très facile. Il y a des susceptibilités qu'il faut contourner, mais on a bon espoir. Et puis, comme vous l'avez rappelé l'un et l'autre, le suivi des patients est absolument indispensable. On peut remplacer une maladie C par une autre affection. Thierry l'a bien indiqué chez un de ses patients, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'hépatite C, on se libère, on prend du poids, on fait un syndrome métabolique, on prend de l'alcool, et éventuellement, on va développer une maladie. Voilà. Et puis, il y a le problème que tu as bien signalé aussi, Thierry, c'est celui du cancer primitif du foie. Et un malade guéri de son infection n'est pas nécessairement guéri de sa maladie, tu l'as parfaitement rappelé, et des cancers du foie, notamment chez les malades ayant une fibrose F3 ou une cirrhose, peuvent se développer. Et là encore, on a besoin d'une évaluation claire de ces événements-là. Tout l'éducation thérapeutique et une prise en charge coordonnée, multidisciplinaire, etc. Et puis, il y a un sujet qui n'a pas été abordé, je crois, ce matin, c'est celui des réinfections. Là encore, traités, et on se réinfecte. C'est des traitements qui sont aujourd'hui très coûteux, ils sont sans doute beaucoup moins demain, qui peuvent éventuellement, s'ils sont multiples, créer des résistances. Et il est clair que les réinfections, alors ça a été assez bien évalué, et notamment, je crois que Pascal a publié ou est en cours de publication d'un papier sur les usagers de drogue, et les chiffres étaient plutôt rassurants, si je me souviens bien, c'était de l'ordre de 3% à 15 ans dans ta cohorte de réinfection, ce qui est quelque chose. Dans d'autres populations, notamment parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, c'est beaucoup plus préoccupant. Il y a des facteurs de risque de transmission, notamment sexuelle, et peut-être par le biais du sang, qui fait que les pratiques et la fréquence des pratiques fait que le taux de réinfection dans cette population est beaucoup plus fort. Et il a été estimé, au moins dans une série à Paris, à 25% à 3 ans, je crois. Qu'il s'agisse d'usagers de drogue, qu'il s'agisse d'hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, bien entendu, les traitements doivent être associés à des facteurs de réduction des risques. Une très bonne information, je ne sais pas si elles seront toutes ces recommandations seront suivies par les patients, mais elles sont absolument indispensables. Et dans cet état d'esprit, les salles de consommation à moindre risque, vous en avez une première qui vient de s'ouvrir à Strasbourg, vont dans le bon sens. Il est clair qu'on a aujourd'hui, et Thierry le rappelait, des médicaments qui sont donnés une fois par jour, par la bouche, sans effet indésirable. 2 ou 3 drogues, c'était 2, c'est passé à 3, sans doute pour les malades un peu plus complexes, mais c'est à l'avenir pangénotypique, avec 95 à 100% de réussite, qu'il s'agisse de fibrose minime, modérée, sévère, de cirrhose décompensée, de pré-transplantés, de post-transplantés, de malades traités antérieurement, etc. Donc on a véritablement une révolution thérapeutique, quelque chose jamais vu antérieurement, ce qui est un souci parce que nos autorités de tutelle ont du mal à décider devant quelque chose qu'ils n'ont jamais. On a eu une discussion avec la HAS et je crois que Victor était présent à ce moment-là. Il n'y a pas d'exemple. Voilà. Donc il faut et c'est pour ça que la décision de Marisol Touraine, en l'absence de données réellement scientifiques sur le bienfait d'un traitement des personnes qui sont
très peu malades. Alors bien, on a insisté bien entendu sur le fait que à terme, la réduction de l'épidémie pouvait être entrevue, mais rien de scientifique ne pouvait déterminer cette position, et c'est tout le problème là. Donc nous devons être très convaincants et apporter des informations les plus objectives possibles sur le bénéfice de cette attitude-là. Ce dépistage doit être accru. C'est une perte de chance pour un patient qui pourrait être guéri et qui ne l'est pas parce qu'il n'a pas été dépisté. On avait déjà en 2014 insisté sur le fait que ce dépistage devait être renforcé en direction des personnes les plus fort risque de contamination et à taux élevé de transmission. On est en train de progresser un petit peu, c'est pas si simple. Il y a des initiatives régionales qui sont très encourageantes, notamment j'ai été très très sensible à la proposition de mettre dans un bus un fibroscan des TROD et d'aller vers ces populations-là. C'est ce qui se fait, je crois, à Montélimar avec un certain succès, et probablement il faut prendre en considération ces expériences réussies et les amplifier et les modéliser à l'échelon national. Je pense que indépendamment de l'hépatite C, vous avez bien insisté tout à l'heure sur l'avenir de l'hépatologie dans les 20 ans qui vont suivre, c'est le dépistage de la fibrose, et notamment par les tests sanguins et un fibroscan mobile dans un camion. Et je pense que c'est une initiative qui pourrait être reprise et effectivement développée. Et puis, comme ça a été signalé, proposé dans le rapport de 2014, un dépistage généralisé, et la proposition est de nouveau faite. On espère qu'elle va passer, que chaque personne qui n'a jamais été dépistée pour le VHC puisse un jour dans sa vie être dépistée pour ce virus. Et comme vous le savez peut-être, il y a 15 jours à Boston, il y a eu 2 présentations, l'une américaine et l'autre française, de l'équipe de Sylvie de Figue-Burban, qui suggère que le dépistage en population générale, chez les hommes, chez les femmes, surtout si on administre des médicaments aussi efficaces, et surtout si les malades sont traités à un stade très précoce de leur affection, éventuellement sans fibrose, est clairement coût-efficace. Alors, c'est vrai que ce rapport est une condition nécessaire, elle est évidemment pas suffisante, et l'impact de ce rapport ne sera clair que si on arrive à continuer de mobiliser nos tutelles. Je crois qu'elles le sont assez bien, au moins pour les prochains mois. Si on arrive à mettre en place ou à maintenir une structure coordonnée, institutionnelle, pluraliste de suivi des patients, donc c'est le comité de suivi qui existe, et on a une petite difficulté actuellement avec le fait que la personne qui était chargée de ce projet-là, mais on m'a assuré il y a 2-3 jours que la fiche de poste était. Donc là encore, je suis assez confiant. Et puis, évidemment, l'étape cruciale, c'est la mobilisation de l'ensemble des acteurs, et au premier plan, vos associations de patients, les patients experts, les patients eux-mêmes, pour qu'on arrive à amplifier les choses et faire que l'ensemble des recommandations du rapport 2014 et de celles du rapport 2016 voient le jour. Nous avons encore beaucoup de travail, et nous avons rendez-vous avec Thierry en 2026 pour faire le point. Ouais. Très bien, et bien je vous remercie. Alors, est-ce que vous avez une question ou 2 questions pour le professeur Dumont par rapport à ce rapport de recommandation? Monsieur Connard. Depuis tout petit, je pense que le plus efficient, c'est de dépister la fibrose sans s'occuper de
qu'est-ce qui donne la fibrose. Parce que dans ma vie de médecin, en quelques quarantaines d'années de consultation, j'ai pratiquement jamais vu quelqu'un qui avait qu'un seul facteur de risque. Le jour où on voit avant ou après. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une hépatite C, il peut toujours se mettre à boire, il peut toujours se mettre à grossir, à la diabète, etc. Donc je trouve que comme ce qui coûte le plus cher, c'est quand même la mort par cirrhose, le dépistage général, c'est quand on commence à s'intéresser à sa santé, c'est-à-dire 45-50 ans, chaque année ça prend 50 plus, je pense, on dit plus vieux, mais à partir, disons, de en gros 50 ans, un dépistage systématique de la fibrose de façon non invasive tous les 10 ans, ça serait un peu la coloscopie, tu vois, tous les 10 ans. Moi je trouve que c'est pas la peine, parce qu'après on cherche, une fois qu'on est F2, F3, F4, on cherche ce qui donne le F2, F3, F4, mais c'est ça l'urgence. Donc je ne comprends pas pourquoi on continue à rester stigmatisé sur l'hépatite C, l'hépatite B, la ceci, la cela, alors que finalement un individu il peut tout choper et autant ratisser l'arbre sur celui qui mérite un traitement tout de suite. Donc je pense que l'objectif du dépistage, c'est de passer directement à cette étape-là, parce qu'on a les moyens. Et en France, on peut le faire. Tu devrais pour la prochaine décennie faire ça, le rapport fibrose. Mais c'est le rapport des maladies. Tu as déjà je crois. commencé, hein. Non, je suis... On a toujours intérêt à être d'accord avec Thierry Poinard, qui est un débatteur hors pair. Et je vais pas, mais je vais quand même m'en sortir. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il est indispensable de dépister la fibrose et notamment la cirrhose. Je ne sais pas quel est le pourcentage. Autrefois, on avait des chiffres d'autopsie. Je crois qu'il n'y a pas plus de 10 à 20% de cirrhose connue. C'est-à-dire qu'il y a 90 à 80% des cirrhoses qui sont méconnues et qui sont à risque de cancer du foie. C'est la raison pour laquelle on voit des cancers du foie qui arrivent. Donc, je souscris totalement. Mais l'évolution des choses récentes indique qu'il faut dépister la fibrose absente, minime, dans l'hépatite C. Et donc, si on dépiste les fibroses importantes, par le fibroscan, le fibrotest, le fibromètre ou d'autres, on n'est pas dans le concept qui a été développé par nous tous avant la décision d'un ministre, de traiter des patients atteints d'hépatite C alors qu'ils n'avaient pas de fibrose, 0 ou 1, bien sûr F2, mais c'était déjà... Voilà, et avec l'objectif, non pas d'arriver au bout de 30 ans à réduire le risque de maladie du foie qui va être extrêmement réduit. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui ont été très très bien étudiées et les seules personnes qui développaient des cirrhoses chez les femmes étaient celles qui avaient pris du poids. On a développé l'argumentaire sur le fait que même en cas de fibrose minime, donc la détection de la fibrose minime, on pouvait avoir des complications extra-hépatiques, notamment une altération de la qualité de vie et de la fatigue. Et surtout, c'est ça qui a fait pencher la balance, vous serez la ministre de la réduction de la pression épidémique. On n'a pas parlé d'éradication, on a parlé de maîtrise, de contrôle de l'épidémie, mais ce qui a emporté le morceau, c'était de pouvoir développer auprès d'elle le concept qu'en France, comme dans d'autres pays, notamment ce qui est actuellement fait en Australie, de manière totalement différente de ce qu'on fait ici, puisque l'implication de certains médecins est beaucoup plus forte qu'elle ne l'est en France. Et donc là, tout à fait d'accord pour dépister la fibrose, mais ne pas aller contre le concept que lorsqu'on a une fibrose absente ou minime, si on a une hépatite C, il faut la traiter pour réduire la pression. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est qu'on considère que l'hépatite C c'est fait, on va traiter tout le monde, il faut faire très simple. Mais après, profiter du dépistage pour faire le dépistage des autres, parce que le problème c'est qu'il y a quand même 17 000 morts si tu veux, et il y en a là-dedans, entre guillemets, 3 500 qui sont liés à l'hépatite C. Ça fait partie du dépistage de tout le monde. Mais pour dépister du virus C alors qu'il n'y a pas de fibrose, il faut faire un test sérologique du virus C. Donc c'est pour ça que dans mon camion, il y a les deux. Éventuellement, d'ailleurs, les trois, puisque on a proposé de coupler le C, le B et le VIH, ce qui va être sans doute beaucoup plus simple. Et sans doute beaucoup plus coût efficace, puisqu'on cumule la probabilité de trouver des positifs.
Non, tu viens de le dire, il faut associer les deux. Voilà. C'est-à-dire le fibroscan plus le dépistage simultané. Voilà. Et le dépistage Tu simultané... peux faire un fibrotest éventuellement. Mais bien sûr, tout est négociable. Mais la porte d'entrée, enfin, je vais juste dire en 2 mots l'expérience qu'on a en Alsace, mais ça rejoint ce qu'ils ont fait également à Bordeaux. En fait, la porte d'entrée pour les XAPA, on en parlera tout à l'heure, c'est le fibroscan pour nous. Et après, c'est le TROD. Tu vois? Donc on fait simultanément. Alors, tu as dit que tu aimais bien évaluer, moi aussi, tu le sais. Donc je vais juste vous donner les chiffres parce que c'est assez éloquent. En XAPA, sur maintenant, on est pratiquement à presque 2000 usagers, donc ça commence à... C'est une bonne base de données. Il faudra que tu nous aides pour bien exploiter les choses, mais grosso modo, dans les XAPA, il y a 15% d'hépatite chronique C, et des fibroses sévères, on est à 20%. F3, F4. C'est énorme. Alors, il faut savoir, comme tu l'as dit, il y a des polyaddictions, du virus C avec de l'alcool. Moi, je suis stupéfait, je ne croyais pas. On m'avait dit, vous savez, les usagers de drogue, ils sont maigres, il n'y a pas de syndrome métabolique. Mon œil. 40% dans notre série. Là, on est en train d'exploiter tout ça. Donc, vraiment, je pense que le fibroscan, les marqueurs non invasifs de fibrose, c'est fantastique pour toutes les maladies du foie. Et nous, on est en train de dévier un petit peu. Le service expert de lutte contre les hépatites virales, il devient un service expert de lutte contre l'ensemble des maladies du foie. Voilà, et je crois qu'on parle beaucoup du métabolique. Je crois qu'il ne faut pas oublier l'alcool. Avant le virus C, Daniel, à la FEF, pour les plus anciens d'entre nous, on parlait de quoi, l'alcool? Le syndrome métabolique, on n'en a parlé pas beaucoup. Hein, et les virus, bon, on était au nord nombé. Hein. Voilà, mais je crois qu'il ne faut pas oublier, mais je voudrais souligner tout ce que vous avez dit et aller dans votre sens. Ça existe, SOS foie? Non, mais c'est SOS hépatite et maladie du foie. Non, mais SOS foie. Ça vous brancherait pas, ça? C'est SOS et maladie du foie, c'est bien. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est un rapport de recommandation maladie du foie. Mais c'est très simple. C'est peut-être le prochain, je crois. Alors, l'AFEF sort un site internet grand public qui va s'appeler monfoie.org, qui sort début d'année prochaine. Monfoie.org. Mais là, on parlait Une association de patients SOS foie et SOS hépatite et maladie du foie également. Merci Daniel, merci à tous.